Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette 11e édition d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels du secteur. Et pour décrypter, analyser et revenir sur cette actualité de la semaine, je suis en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, outre notre traditionnelle analyse de l'actualité, on a le plaisir de recevoir cette semaine Pierre Cesarini, qui est le président PDG d'AvantQuest, éditeur de logiciels français bien connu. Et on reviendra avec lui sur les évolutions d'AvantQuest. Mais avant de vous passer la parole, je vous propose, Guy, de revenir sur l'actualité de la semaine. Et le premier sujet qui vous a interpellé, si l'on peut dire, c'est une étude de NetApp sur le cloud et sur le modèle de cloud finalement qui convient le mieux au DSI. Et a priori, si j'ai bien compris, il n'y a pas photo, c'est cloud hybride. Alors effectivement, c'est un peu ce qu'on dit depuis un certain temps, mais bon, c'est une enquête qui a été commanditée par NetApp et confirme ce point-là. Et donc ça a été fait auprès de 750 DSI des trois principaux pays européens, la France, l'Allemagne et l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, qui sera bientôt peut-être que l'Angleterre, mais pour l'instant c'est le Royaume-Uni. Donc en fait, il y a deux idées principales. La première idée, c'est qu'effectivement, c'est le cloud hybride qui est la solution retenue par une grande majorité des DSI, donc environ 60% en Royaume-Uni et en France et un peu plus en Allemagne. Et ça d'ailleurs, ça confirme une enquête dont on avait parlé, qui avait été réalisée par Data4, qui montrait que les pays de l'Europe du Nord étaient bien plus avancés sur la notion de cloud. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la sécurité qui était jusqu'à présent un frein pour évoluer vers le cloud, la proposition commence à se renverser, à savoir que finalement les DSI ont de plus en plus confiance dans le cloud. Et finalement, là où c'était un frein, c'est devenu presque un atout, à savoir que finalement ça se conçoit assez bien dans la mesure où c'est tellement compliqué ces problématiques de sécurité. Voilà, et finalement on le met à un tiers. Exactement, on le met en œuvre chez soi, mais on a tellement de choses d'autres à faire que on le fait, on n'a pas les ressources nécessaires. Alors que si on le confie à un professionnel, quel qu'il soit, finalement, donc c'est vraiment quelque chose qui est assez marquant. Et puis il y a aussi un élément complémentaire qui est qu'il y a cette fameuse GDPR qui va être entrée en fonction, qui va être mise en œuvre en mai 2018, donc protection des données personnelles au niveau européen. Et là, un sujet important. Alors là, deux choses, c'est que, les DSI sont au courant de ça, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que finalement c'est dans un peu plus d'un an, ça paraît loin, mais pour mettre tout ça en œuvre... les enjeux sont quand même techniquement, organisationnellement, si je puis me passer le néologisme, sont assez lourds quand même. Sont très importants, donc ça c'est important. Et finalement, qu'est-ce que ça induit? Ça induit que ça suscite une préférence des DSI pour des acteurs locaux que des acteurs un peu généralistes dont on parle très fréquemment. Donc ça, c'est également, c'est relativement logique dans le sens où ces acteurs locaux, ils sont chacun sur leur territoire. Donc en France, on les connaît, il y a OVH et compagnie. Mais donc ça veut dire que ça va peut-être engendrer un correctif sur, finalement, au départ, c'est vraiment ces acteurs généralistes internationaux qui s'étaient imposés. Et avec ce genre de réglementation, d'initiative, il va y avoir peut-être un redistribution des cartes. Ouais. Sachant que ces acteurs globaux, ils ont les moyens aussi de devenir locaux, donc c'est une évolution qu'on suivra, mais en tout cas, cette réglementation est en train d'organiser une réflexion et une certaine... Peut-être même une révolution, entre guillemets, du secteur. Alors révolution, c'est un mot un peu fort, mais en tout cas une réflexion. En tout cas, on aura sûrement l'occasion d'y revenir. Alors, sujet complètement différent que vous avez souhaité aborder et qui va intéresser nos lecteurs qui œuvrent dans les équipes informatiques des services publics, c'est une initiative de Bernard Cazeneuve sur la revalorisation, je vais y arriver, des salaires, comment dirais-je, des informaticiens, pour dire les choses telles qu'elles sont,
dans le secteur public. Bon, alors là, effectivement, je pense que les informaticiens qui travaillent dans le secteur public et qui travaillent en collaboration avec des informaticiens des SS2I, enfin des ESN, et avec qui ils cohabitent régulièrement, ils doivent être confrontés, échanger régulièrement sur ces sujets-là. Donc c'est vraiment un sujet à la fois, donc il y a l'idée d'attirer les talents et puis les retenir, parce que précisément, comme ils sont en cohabitation, enfin en collaboration avec ces gens-là, ben, ils ont certainement l'envie d'aller voir ailleurs. Donc c'est un sujet qui est très important pour l'État, et Bernard Cazeneuve donc, a signé une circulaire à la fois pour attirer l'attention et essayer de commencer à trouver des solutions. Donc il a confié ça, il a confié à la DINSING, donc qui est la DSI Group de l'État, et puis à la DGFAP, c'est la Direction Générale de l'Administration Publique, de mettre en place un certain nombre de mesures. Donc c'est déjà organiser un référentiel, savoir connaître l'existant, faire une planification à venir, donc pour les besoins dont l'État aura besoin pour mettre en place les différents projets, et puis un certain nombre de mesures. Alors c'est une mesure sur la flexibilité des salaires. Bon, on sait que dans la fonction publique, les salaires sont extrêmement codifiés. Pour passer d'un niveau à un autre, c'est un peu l'histoire de Coluche, où après 3 blâmes, on a un avertissement, etc. Là, c'est au bout de 3 échelons, on peut franchir un nouvel échelon, etc. Donc, donner un peu plus de souplesse. Et puis, des mesures du type, on sait que la fonction publique fait très souvent appel à des CDD. Et pour que ces CDD puissent entrer dans la fonction publique, normalement, il y a une période tampon qui est de 6 ans. Donc, ça veut dire qu'il faut renouveler les CDD et puis ensuite pour espérer entrer dans la fonction publique. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir entrer plus rapidement sans passer par ces 6 années. Sachant qu'il y avait déjà eu des mesures qui avaient été prises. Il y a un corps des informaticiens de l'État, donc l'ISIC, qui avait été créé en 2015. Donc on le sait, hein, les corps, c'est toujours, pour y rentrer, il faut passer un concours. Donc là c'est en gros, ça a été mis en place et ça permettait d'alimenter en informaticiens l'ensemble des services de l'État. Donc c'était une première mesure, on continue, donc ça évolue dans le bon sens. Est-ce que ce sera suffisant ? Ça, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais enfin, il était important pour l'État d'identifier le phénomène qui est assez flagrant, et de deux, de mettre les mesures en place pour remédier à ce problème qui n'est pas négligeable, parce qu'on en avait parlé il y a 15 jours, je crois. La DINSING avait publié l'ensemble des projets avec des budgets, et on voit bien qu'on avait parlé d'un ou deux où les résultats n'étaient pas probants, hein. Alors il n'y a pas seulement les informaticiens, il y a tous les gens qui organisent ces projets, mais en tout cas la nécessité de compétences très pointues est très indispensable pour faire en sorte que ces projets avancent en temps, en heure et dans les budgets impartis. C'est pas une mince affaire. Alors Guy, autre sujet dont on parle souvent, l'intelligence artificielle. Cette fois-ci, cette semaine, c'était une initiative franco-française avec des propositions à la clé pour dynamiser ce secteur en intelligence artificielle en France. Oui, alors effectivement, c'est une initiative de France Stratégie qui a fait une grande journée à la Cité des Sciences et de la Villette la semaine dernière, donc c'était le mardi, pour faire un peu un point. Donc il y avait 2 temps finalement, il y avait un point sur l'existant et puis quelques mesures. Et finalement, la bonne nouvelle de tout ça, donc c'est un travail assez important, c'est 10 groupes de travail, près de 600 contributeurs pour faire une espèce de cartographie déjà de l'existant. Et le résultat est assez positif dans le sens où on répertorie 250 équipes de R&D, donc de chercheurs dans le domaine, donc c'est pas négligeable, ça représente plus de 5000 chercheurs. On répertorie 80 PME et ETI qui sont impliqués dans le domaine de l'intelligence artificielle. On répertorie 270
start-up dans le secteur. Donc on a déjà un existant qui est pas négligeable. Et si on s'en tient au nombre de publications. Alors évidemment, les publications, c'est pas le seul indicateur, mais c'est quand même important. On le voit bien dans les classements des universités, le nombre de publications est toujours important dans le domaine de la recherche. La France est dans le top 4 avec les États-Unis, la Chine et l'Angleterre. Donc c'est déjà pas mal, il y a de la matière. Alors tout ça c'est bien, mais évidemment après il faut le transformer en business. En business, et il faut du financement. Et là, je dirais que pour l'instant, les mesures sont encore relativement minces. On parle par exemple d'injecter 25 millions d'euros sur 5 ans dans 10 startups. Bon, donc c'est pas énorme. On parle aussi de préparer un projet pour soumissionner au grand programme flagship européen. Donc c'est 1 milliard de dollars. Donc l'idée c'est pas la France va mettre du financement, mais va essayer de récupérer du financement européen pour développer des projets d'IA. Donc je dirais que c'est une première étape. Je pense que, alors c'est très difficile de porter un jugement, mais en tout cas en termes de financement, il va falloir peut-être aller un peu plus loin, passer la vitesse supérieure, parce que c'est pas des millions peut-être, mais des milliards. Sauf qu'on sait que les ressources de l'État sont loin d'être très importantes, enfin infinies en tout cas. Donc c'est une affaire à suivre, sachant que l'intelligence artificielle, c'est un vaste sujet, donc il y a plein de domaines couverts. Il y avait en particulier, parmi les autres initiatives, c'était l'idée de constituer des consortiums publics-privés, donc c'est assez à la mode. Évidemment, ça permet de faire appel à des financements qui viennent du privé, puisque l'État n'a peut-être pas toujours les moyens nécessaires. Donc bon, un premier bilan. On espère que c'est la première étape seulement d'un projet à venir qui permettra à la France d'avoir une dimension internationale. On sait qu'on a les moyens, on sait qu'on a les têtes pensantes pour ça, mais il faut aussi l'argent pour ça. Très bien. Alors justement, vous parlez d'argent et d'économie, vous nous faites la transition pour le prochain sujet qui est cette semaine. La conférence du Syntec sur l'économie numérique en France. Oui, alors effectivement, le Syntec, donc on sait, le Syntec 2 fois par an fait une réunion, donc soit pour parler des résultats des SS2I, enfin en tout cas du secteur ESN. Je ne sais pas si j'arriverai à m'y faire, mais enfin bon. Donc des ESN. Là, l'objet, c'est de faire un panorama économique et social du secteur numérique. Et évidemment, ça n'a pas été fait par hasard, puisque... il y a une élection bientôt. Voilà, j'allais vous le rappeler, mais donc il y a une élection en mai, et donc en fait c'est pour rappeler au bon souvenir que c'est un secteur dynamique auquel il faut vraiment se pencher. Et si on regarde les programmes et les discours des différents candidats, on va pas parler des 11, parce que dans les 11, je vous dis franchement, les petits, je ne sais pas très bien ce qu'ils pensent du numérique, mais en tout cas si on prend les 5 principaux, il y en a 2 qui en parlent assez régulièrement et les autres de manière beaucoup plus distanciée. Bon, on peut les citer indépendamment d'ailleurs de tout positionnement politique, mais clairement, Benoît Hamon et Emmanuel Macron sont 2 des candidats qui parlent assez régulièrement du numérique. Alors je ne sais pas si c'est une question générationnelle ou autre chose, mais en tout cas, c'est clair. Alors ce panorama fait suite à des propositions, je dirais, assez généraliste ou assez général que le Syntec avait fait il y a un mois, en disant en gros le numérique c'est un secteur d'avenir, il faut vraiment que les présidents se positionnent, mettent les moyens là-dessus, en particulier sur tout ce qui est formation, tout ce qui est flexibilité des parcours. Il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Donc on regardera avec intérêt ce panorama pour voir un peu où on en est dans ce domaine et comment les candidats réagiront à tout ça. Très bien, ça c'était pour la semaine. Et puis pour conclure, alors, je ne sais pas si c'est un coup de gueule, en tout cas, on va revenir sur les malheurs du cloud de Microsoft,
qui était encore, qui était en tout cas en panne cette semaine, enfin la semaine dernière, pardon. Oui, effectivement, encore c'est le cas parce que bon, il y en avait eu, donc c'est encore, mais il y en avait eu une en janvier, enfin en tout cas significative, une en février, et là la semaine dernière c'est une panne qui a affecté un ensemble de services, dont Office 365, donc c'est quand même assez important, donc ça veut dire que ça a empêché un certain nombre de gens de travailler pendant ce temps-là avec ce logiciel-là. Donc bon, comme vous le disiez, c'est un mauvais point pour Microsoft. On avait distribué un mauvais point à Amazon, mais bon, c'est clair que ça montre quoi? Ça montre que les opérateurs de cloud ne sont pas infaillibles, malgré tout ce qu'ils peuvent faire. Et on ne va pas contredire ce qu'on a dit précédemment, mais donc ça c'est une chose. Mais en fait, ce qui est important à dire, c'est que si on compare ça avec les solutions qui sont dans les data centers des entreprises, ou les centres informatiques, hein, plus simplement, je pense que le taux de disponibilité on-premise, des solutions on-premise des entreprises n'est pas forcément non, c'est sûr. supérieur. Et puis après, faut faire, si on fait les coûts en plus, donc ça veut dire qu'il faut mettre en balance finalement les deux. Et je crois que de ce point de vue-là, mais enfin bon, ce qui est sûr, c'est que là, en l'occurrence, c'est Microsoft qui a été touché, si je puis dire, et qui impacte ses clients. Et donc. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Cesarini, qui est PDG de la société AvantQuest, l'éditeur de logiciels bien connu. Pierre Cesarini, bonjour. Bonjour. Alors, vous savez, la tradition de cette rubrique, l'invité de la semaine, c'est de présenter votre actualité, c'est-à-dire, en gros, l'événement qui a retenu l'attention de la semaine passée. C'est un événement qui est lié à notre secteur, mais qui peut être un peu plus large. Donc pour vous, qu'est-ce qui a retenu votre attention la semaine dernière? Pour moi, c'est le rachat de TEADS, je ne sais pas exactement comment ça se dit, par Altis. En fait, c'est pour moi des choses très importantes qui se passent dans le monde de la technologie, qui est la convergence à la fois du contenu, des tuyaux et de la publicité, qui est une tendance relativement lourde dans le monde du logiciel tel qu'on l'a connu depuis une vingtaine d'années. C'est ce qu'on met parfois dans la rubrique TAMI, donc il y a technologie, advertising, médias, et c'est ça, c'est ce que... Très bien. Et vous voyez quelles conséquences C'est une tendance de fond. Le logiciel tel qu'on l'a connu depuis 20 ans était relativement isolé. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde des télécoms et du logiciel également, c'est vraiment cette convergence que l'on voit dans la consolidation de tout ce qui effectivement est du contenu, des tuyaux, de la publicité pour créer des groupes qui soient plus conséquents parce qu'effectivement l'Internet en général fait que le niveau d'audience est suffisamment important pour avoir cette convergence et donc il y a de gros mouvements qui pèsent très très lourd dans ce monde-là et qui est une tendance de fond qui va continuer à se poursuivre, je pense, pendant longtemps. On l'a déjà vu avec pas mal d'opérateurs qui effectivement avaient les tuyaux et qui voulaient mettre du contenu dedans. Et là, c'est vraiment la troisième couche qui correspond à une fois que vous avez les tuyaux, une fois que vous avez les utilisateurs, c'est la monétisation que vous devez faire de ces utilisateurs qui est en fait la troisième brique qui est importante. Une fois que vous avez de nouveau les tuyaux, le contenu, il faut que vous puissiez monétiser ces utilisateurs. Et c'est une tendance que l'on voit en fait non seulement dans le monde des télécoms, mais qui arrive aussi dans le monde du logiciel et sur lequel nous on travaille également. On va passer à AvantQuest. Donc AvantQuest, tout le monde connaît, c'est une des réussites du logiciel français. Donc à grands traits, créé en 84, donc Bruno Vandrib, il y a eu des succès. WinFax en particulier, que je me souviens avoir utilisé. Comme tout le monde. Comment? Comme tout le monde. Comme tout le monde, oui. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire, donc, dans le top 250 du Syntec, vous êtes à la 17e place, donc ça c'est à peu près 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous nous faire un peu un portrait de AvantQuest aujourd'hui, dont le nom a été changé dans les années 2008, quelque chose comme ça? Oui, à peu près. Pour faire la séparation avec l'origine, si je puis dire, et prendre... Donc aujourd'hui, AvantQuest, effectivement, a eu, je dirais, deux grandes séquences. La première, donc BVRP, fondée à la fois par Bruno et Roger, à travers le succès mondial de WinFax. La société, milieu des années 90, a convergé sur un modèle économique qui était beaucoup plus axé sur la distribution de logiciels, principalement B2C, qui s'est concrétisé effectivement au milieu des années 2000 par un changement de nom sur AvantQuest.
On en est, je dirais, aujourd'hui à une troisième phase, c'est-à-dire je suis rentré dans le groupe il y a à peu près 3 ans maintenant pour redéfinir la vision et la direction du groupe. Donc aujourd'hui, le groupe AvanQuest est organisé autour de 3 activités. Donc on a regroupé l'ensemble des activités logicielles, telles qu'on les a connues, je dirais, depuis une quinzaine d'années chez AvanQuest, avec un mouvement qui a été bien évidemment de transformer ce qui était beaucoup axé sur une distribution physique dans le monde du retail, sur une distribution Internet. Donc le gros de chiffre d'affaires de cette activité est aujourd'hui de la vente de logiciels à travers Internet, qui est une activité aujourd'hui maintenant stable et profitable. À côté de ça, on a créé il y a 3 ans 2 nouvelles activités. Une activité dans l'impression par votre mobile. Donc on a créé un nouveau concept qui s'appelle FreePrints et qui vous permet d'imprimer très simplement des photos à partir de votre mobile. Pour vous donner une idée, c'est quelque chose qu'on a lancé début 2014. Sur les 6 derniers mois, on a fait 50 millions de chiffres d'affaires profitables sur cette activité. Donc on est quand même sur quelque chose qui est une très belle réussite, notamment à l'échelle d'une société française. Et on a lancé également une activité dans le monde de l'IoT avec une nouvelle solution qui s'appelle MyDevice, sur laquelle on a développé pendant 3 ans et qui est aujourd'hui en train de se déployer. Très bien, on va en parler. Alors donc, on le voit, enfin on le sait, vous êtes une entreprise principalement orientée B2C, donc particulier. Est-ce que néanmoins, alors parfois la limite entre particuliers et petites entreprises est relativement floue, et donc il peut y avoir des utilisations conjointes. Est-ce que vous pourriez nous faire une petite synthèse de précisément ce que vous faites dans le domaine professionnel, si je peux dire, donc petites entreprises, voire PME? Donc sur la partie logicielle, nous avons dans notre catalogue de logiciels un certain nombre d'outils dans le domaine de la bureautique, dans le domaine de la gestion, dans le domaine du multimédia, qui effectivement se trouvent à la convergence de l'utilisateur haut de gamme et de la PME. Donc on a effectivement une petite partie de notre catalogue logiciel qui peut s'adresser aux PME, même si effectivement le gros de notre activité sera plutôt dans du B2C classique. Donc on a effectivement dans le monde du logiciel une partie un peu PME. Sur les activités d'impression sur mobile, on est purement dans du B2C. Et sur la partie IoT, on est là par contre sur du B2B, mais plutôt aujourd'hui pour des grandes entreprises. D'accord, donc ça on va en parler. Juste pour comprendre un petit peu plus, ces logiciels donc orientés entreprise, c'est quoi? C'est des utilitaires pour poste de travail? Vous avez un peu de tout, ça va aller de la formation sur Excel à des outils de gestion, à des outils de bureautique assez classiques, à des utilitaires. Donc on est sur de nouveau des gammes de logiciels qui peuvent être utilisés à la fois par des utilisateurs, à la fois dans des contextes de PME et notamment dans des contextes de gestion bureautique avec quelques outils dans ce domaine-là. Très bien. Alors effectivement, l'IoT c'est un gros sujet dont tout le monde parle et sur lequel tout le monde mise beaucoup à la fois de ressources, d'argent, etc. Donc vous avez lancé MyDevice il y a un petit moment. Il y a l'américain Semtech qui a pris une participation donc en tout début d'année, si je ne me trompe. Et ça, c'est, comme vous l'avez dit, c'est une activité très nouvelle pour vous, à la fois nouvelle en termes je dirais de technologie et puis nouvelle en termes de secteur professionnel. Donc, quelles sont les perspectives et qu'est-ce que vous voulez faire finalement? Parce que pour l'instant, c'est une start-up, hein, si on regarde les résultats. De nouveau, que ce soit l'activité mobile, que ce soit l'activité IoT, ce sont 2 activités que l'on a lancées from scratch il y a 3 ans. Séparées. Qui sont tout à fait séparées, ce sont 2 équipes séparées. L'activité mobile s'est déployée très rapidement parce que je dirais c'est assez simple à développer. L'activité IoT est beaucoup plus complexe. On a une équipe d'une 40aine de personnes qui travaillent dessus depuis plus de 3 ans aujourd'hui. Donc par rapport à ce que vous dites, 2 choses. La première, c'est que l'IoT est vraiment la 4e grande révolution du monde de la tech. Après la micro-informatique, l'Internet, la mobilité, l'IoT est vraiment la prochaine grande révolution qui va changer beaucoup de choses. De la même façon que le mobile a changé complètement notre façon de travailler ou de la tech. Donc l'IoT est vraiment... À la différence près que le mobile, on le comprenait assez facilement parce qu'on l'avait dans la main et donc on voyait qu'on pouvait faire plein de choses. L'IoT, c'est, comme vous l'avez dit, c'est plus complexe. Il y a plus d'intervenants, c'est un écosystème. En fait, si vous regardez les 4 évolutions de la technologie, de nouveau, vous avez eu la micro-informatique, vous avez eu l'Internet, vous avez la mobile, vous avez l'IoT. En fait, 2 de ces révolutions, la micro-informatique et le mobile, sont assez faciles à comprendre parce qu'elles ont été personnalisées par des objets. Et en l'occurrence, Apple, où j'ai travaillé pendant longtemps, a été vraiment instrumental et moteur dans cette activité. Vous prenez l'Internet, en fait, l'Internet et l'IoT sont des révolutions d'infrastructure. C'est-à-dire que vous n'avez pas uniquement un utilisateur, mais vous avez
toute une structure dans laquelle vous avez énormément d'acteurs. Et effectivement, l'IoT, comme l'Internet, est une révolution d'infrastructure qui change l'ensemble de l'environnement dans lequel on va travailler. Donc effectivement, c'est relativement complexe et il faut bien comprendre que l'IoT, on en est à ses tout débuts. C'est l'Internet des années 90 et effectivement, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de questions, mais je dirais il y a encore beaucoup d'interrogations sur ce que ça va être, mais je crois qu'aujourd'hui, on est à peu près clair que ça sera une très très grande révolution qui va toucher, je pense plus encore que l'Internet, l'ensemble des acteurs du monde industriel. Mais alors vous, précisément, qu'est-ce que vous voulez faire dans Donc si vous voulez la façon la plus simple dont on parle de l'IoT, vous pouvez la voir comme en fait 3 tranches différentes. On a démarré déjà il y a 3-4 ans sur une dimension hardware, avec des auteurs en France comme Within, comme Entacmo, donc des gens qui ont démarré l'IoT, je dirais, en concrétisant un objet donné, puisqu'à la base, un objet connecté, vous commencez par un objet, absolument. Ça peut être une balance, ça peut être un capteur, donc ce sont ces objets qui coûtent généralement très peu cher, qui vont être autonomes et qui sont relativement indépendants. La deuxième couche sur laquelle vous avez une grande bataille industrielle aujourd'hui est la couche sur la télécommunication. Donc on a entendu parler bien évidemment de Sigfox en France ou LoRa. Et donc la troisième couche sur laquelle nous on a travaillé est la couche logicielle. Donc vous avez la couche matérielle, vous avez la couche télécom et de façon assez logique dans le monde de la technologie, vous avez la couche logicielle. Donc quand on a réfléchi à la problématique de l'IoT il y a 3 ans, je dirais pour être en avance de phase, on ne pouvait pas jouer dans la partie hardware ou la partie télécom, on a eu une vision il y a 3 ans de définir une couche logicielle qui aurait vocation à être ce qu'on pourrait dire de façon assez simpliste, une sorte d'OS des objets connectés et qui a vocation à pouvoir gérer une grande hétérogénéité d'objets de façon tout à fait transparente, qui est en gros le rôle d'un OS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rôle de MyDevice... ou d'un middleware? Plutôt d'un OS d'une certaine façon, parce que la vocation de l'OS est de rendre, je dirais, transparentes les couches qui sont dessous. Donc la vocation de MyDevice est d'offrir à de grandes entreprises un environnement qui lui permet de déployer une solution IoT très facilement. Et ça, de façon indépendante, quel que soit le device et quel que soit le protocole de communication. Donc la vocation de MyDevice est de pouvoir connecter un ensemble très important de devices hétérogènes, quel que soit le protocole de communication, que ce soit des protocoles, je dirais, historiques comme Wi-Fi et Bluetooth, ou que ce soit de nouveaux protocoles comme LoRa ou comme Sigfox d'ailleurs, et les nouveaux protocoles qui vont arriver comme 5G et d'autres qui sont en cours. Donc vraiment cette idée de la plateforme est de rendre indépendant toute la complexité sous-jacente que vous avez dans l'IoT et qui commence par la détection de l'objet, l'authentification, la récupération de l'information, quel que soit le protocole de communication, mais après derrière vous avez l'indexation, le stockage sur le cloud, la sécurisation. Donc vraiment, c'est pour ça que vous pouvez vraiment voir ça comme une sorte d'OS qui rend cette partie tout à fait transparente. Et en fait, au-dessus de MyDevice, on a également développé un outil de développement qui s'appelle Cayenne, donc qui a vocation à rendre le développement de solutions IoT extrêmement simple. Et on a lancé ça il y a 1 an. Vous faites référence à 150 000 développeurs. Et on a aujourd'hui à l'instant T 185 000 développeurs, donc on récupère plus de 20 000 développeurs par mois. Et on est aujourd'hui, je pense, la plus grande communauté de développeurs IoT au monde. Et avec cette idée... Dans le domaine de l'IoT. Dans le domaine de l'IoT, oui. Bien sûr, mais qui est un nouveau domaine. Et je pense qu'avec 200 000 ou 185 000 aujourd'hui développeurs, et bientôt beaucoup plus, ça devient un outil quasiment de référence dans ce monde de l'IoT. Donc notre ambition assez forte est de devenir en quelque sorte le Java de l'IoT. Et c'est pour ça, comme vous le disiez tout à l'heure, que des gens comme Samtec, qui possèdent la technologie LoRa, donc eux font un composant pour LoRa, et donc ils sont à l'origine de l'alliance LoRa avec toute une série d'acteurs qui développent cette technologie. Ils ont voulu rentrer et investir dans MyDevice essentiellement parce qu'à travers Cayenne, nous pouvons développer très rapidement des solutions IoT, et lui, son intérêt, c'est qu'il va pouvoir vendre ses composants derrière. Très bien. Et alors, juste un dernier point, est-ce que vous avez déjà des réalisations ou c'est encore une solution de On a déjà des réalisations, on a annoncé, alors on est une boîte cotée, donc on doit dire des choses éventuellement qui sont publiques, mais avec prudence. Donc on a déjà annoncé avoir signé un premier contrat avec Carrefour, et donc Carrefour s'appuie sur notre solution Cayenne pour développer, et MyDevice développer une solution IoT pour le groupe Carrefour, et on ne peut pas en dire plus aujourd'hui parce que l'accord est toujours confidentiel, et on est en train d'avoir des discussions avec de gros acteurs dans différents domaines, utilities, opérateurs télécoms, pour utiliser notre solution. C'est très multisecteur. L'avantage de l'IoT, c'est vraiment ça touche tout le monde. Demain, et c'est ça qui est vraiment très important dans le monde de l'IoT, il n'y a pas un acteur industriel, il n'y a pas un acteur dans l'assurance, dans la santé, dans la distribution, dans
qui ne va pas être concerné demain. Et aujourd'hui, ces gens-là ont une vraie question. Qu'est-ce que je fais et comment déployer pour mes clients une solution IoT? Très bien. Écoutez, je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler. Pierre Cesarini, merci beaucoup. Je vous remercie. Eh bien, on conclura là-dessus. Merci Guy, et puis merci à nos lecteurs et à nos lectrices. On vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. À bientôt, merci.